Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. Attends, je mets mes lunettes de soleil toi-même, tu sais. Ça m'aide à réfléchir. Elles sont bien celles-ci, hein. Elles sont cool, ouais. Elles sont assez cool, ouais. Comment tu te sens déjà, aujourd'hui ? Alors je me sens bien. Est-ce que tu es prêt à répondre à la première question du podcast ? Alors, allons-y. Je suis prêt, Juliette. C'est quoi ton signe astro ? Alors moi, je suis cancer. Et alors, c'est quoi pour moi le cancer ? Déjà, je pense que c'est l'allégorie du crabe. Je pense que tous nos signes dans l'astrologie veulent quelque part nous définissent quelque part. C'est-à-dire qu'un cancer, on sait que ça va être une personne plutôt discrète et renfermée, comme le crabe, quelqu'un qui se cache dès que la marée est haute, dès que ça va pas, dès que c'est trop houleux. Pour toi, c'est quelqu'un qui se planque. Non, en fait, le cancer, c'est un signe incroyable, puisqu'il peut aussi bien vivre dans la mer que sur la terre. Donc, certains vivent même en pleine forêt, dans la forêt amazonienne. D'autres se jettent de la falaise. C'est un animal qui est assez incroyable. Et encore une fois, je fais un parallèle avec l'animal, le cancer, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Et oui, c'est un signe discret qui peut paraître fragile par sa manière de se déplacer, par ses petites pattes comme ça. Tu sais, il marche de côté comme ça, on dit « Attends, il a les yeux qui tournent », mais en fait, le cancer, il est un peu fragile. Et non, en fait, c'est un aventurier robuste, quelqu'un de redoutable, de rapide dans tous les environnements. C'est quelqu'un d'aussi d'observateur, un profond sensible. Il a cette carapace, justement, pour se protéger, je pense, des relations humaines ou des choses dures de la vie. Donc c'est insensible, évidemment. Il a une âme d'artiste. Et puis même, moi je le trouve drôle, le cancer. C'est un peu un chef cuisinier comme moi, il a des pinces. Il peut façonner sa nourriture, il mange ce qu'il veut. Il est omnivore, comme moi. Mais il est plus végétarien que carnivore, comme moi. Donc franchement, c'est avec beaucoup de fierté que je suis cancer. C'est vrai. Et les défauts, parce que tu me parles pas mal de qualités. Alors là... Alors les défauts, il en a plein malheureusement. Je pense que sa sensibilité est un défaut. Il peut très vite être touché par ce qui lui arrive. Et ça peut le pousser à avoir des pensées très obscures pendant un temps. Mais il faut savoir que le cancer, c'est aussi quelqu'un qui se mue jusqu'à avoir une carapace dure. Donc c'est un processus. Et ça, il doit le comprendre. Il doit faire face à ça. Il doit comprendre que le changement est bénéfique. Malgré les souffrances. Et sa sensibilité est un vrai défaut. Et c'est un faux timide. Alors, j'aime bien dire faux timide comme défaut parce que sa timidité peut lui peut-être fermer des opportunités, alors qu'en fait, il a une personnalité qui est hyper vivante, qui est hyper vive, qui est drôle, qui est sincère, qui est humaine. Et il peut passer un peu à la trappe, parfois. Dans les relations, mais c'est aussi une force, parce que moi, personnellement, je suis indiscret, je travaille dans un monde très particulier qui est la mode et le luxe, les célébrités. Donc c'est bien aussi d'être discret et d'être apprécié de ces gens-là, et c'est aussi une force de pouvoir y évoluer, et de grandir et d'apprendre parmi ces gens-là. Donc oui, c'est quelqu'un quand même de redoutable. C'est un calculateur, voilà, on en vient à ce point-là. C'est un vrai calculateur, c'est un défaut. Il calcule tout. Tout ce qu'il fait n'est pas laissé au hasard. Cette interview n'est pas laissée au hasard. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est fait pour générer quelque chose, pour générer sa propre personne, entreprise. Donc oui, c'est un vrai calculateur. Il faut se méfier parce qu'il est très intelligent. Je me méfierais. Il est vraiment très intelligent, mais en fait, c'est une intelligence qui nuit pas. C'est-à-dire que toi, tu vas le voir, tu vas dire, en fait, il est comme ça, j'imaginais trop pas. Et en fait, derrière ces petits airs, c'est un homme d'affaires redoutable,
qui se fait passer pour un artiste. Putain, je suis en train de parler de moi. Mais clairement, parce que le cancer, ça peut être beaucoup de choses. Et de toute façon, là, tu parles juste de ton solaire. Tu es aussi un Mercure, tu es un Vénus, tu es un Mars, tu es un Pluton, t'es un Honor. Enfin, je veux dire, t'es un ascendant, t'es beaucoup de choses. Est-ce que tu peux juste me donner ta Lune, ton ascendant et où est ton Mars? Alors, je connais pas tout ça. Mon ascendant, c'est Verseau. Tu sais ce que c'est, le Verseau, l'énergie du Verseau? Non, tu peux me le rappeler. L'avant-gardiste, l'intelligent, celui qui arrive à couper, même avec son meilleur ami en 2 secondes, mais sans jamais se retourner. C'est quelqu'un qui coupe très facilement et qui se libère de liens très vite. C'est quelqu'un qui aime aller là où personne n'est allé. Et c'est surtout quelqu'un d'extrêmement... comment dire, c'est l'ère d'Internet, l'ère du Verseau. C'est je partage en plus, tu vois, c'est pour les autres. Je suis l'intelligent et je vous le donne, vous les gueux. Enfin, tu vois, Je préfère les vilains. Les vilains. Non, je plaisante. Il faut que tu trouves où est ta lune aussi, parce que où est ta lune, c'est qui tu es, ton intimité, c'est ce que tu caches. Tu parlais du cancer et tu disais, on ne se doute pas que c'est un homme d'affaires redoutable. La lune, c'est comment tu te traites toi, mais c'est aussi ce que tu ne montres pas. Le soleil, c'est visible, la lune, c'est la part d'ombre, la part cachée. Donc j'aurais tendance à penser que si t'es... cancer, mais que t'es quand même un businessman redoutable, j'aurais tendance à penser que déjà t'es un Mars, soit en bélier, soit en scorpion, soit dans quelque chose d'assez allez on y va quoi, soit parce que t'as une lune redoutable aussi. Certainement. J'aimerais bien le savoir. J'avoue que je m'y suis jamais penché, mais puis c'est tellement vaste après de... Maintenant, on peut te dire la lune, le soleil, les astres. Mais en fait, l'heure compte aussi. Bah ouais, c'est la carte. Grâce à l'heure et au lieu de naissance, on va savoir tes placements, en fait. Où sont les planètes, quelle couleur elles ont. Bah elle a la couleur Capricorne, elle a la couleur machin. Et dans quelle maison elle est. Tu vois, il y a 12 maisons. Oui, enfin bon, bref, je te le ferai. Mais ça change tout le temps. Non. La carte vue du ciel à ton moment de naissance, c'est qui tu es. C'est pourquoi tu t'es incarné sur cette planète. Pourquoi tu es arrivé, en fait. Qu'est-ce que tu as à foutre ici? Qu'est-ce que tu as à nous apporter? C'est quoi tes combats? C'est quoi les challenges? C'est quoi ton parcours? Et ça, on le voit en lisant ta carte natale. On le fera après, si tu veux. Ou alors, tout le monde peut le faire sur Internet. Tu fais calculer, voir sa carte natale. Tu rentres ton heure et ton lieu de naissance. Il faut que l'heure soit exacte. Et en fait, là, tu vois tous tes placements. Et si ton Mars est dans ta maison 8 et qu'elle est en Scorpion, c'est sûr que tu vas flirter avec la mort, quoi. C'est sûr que tu vas rouler à 200 km/h. Enfin, tu vois, et ça, c'est vraiment ton identité, c'est ton identité astrale. Si on part du principe qu'on fait tous partie d'une énergie une, c'est-à-dire l'univers, et qu'on va tous quelque part, et qu'en fait on fait partie de la Terre, en fait, et qu'on va y revenir, et que la Terre fait partie d'un univers, en fait, il faut regarder la carte natale et les placements de qu'est-ce que t'es venu foutre ici. Mais putain, mais putain, qu'est-ce que je fais là? Donc ça, c'est l'astro. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur le cancer, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? En gros, le cancer, c'est quand même un artiste. C'est quand même quelqu'un de sensible, avec beaucoup d'ego, comme tous les artistes d'ailleurs. Mais je pense qu'au final, c'est quelqu'un de profondément romantique et il tend à vraiment donner de la valeur à l'humain, à l'amour, à la nature, être hyper respectueux de tout ça. En tout cas, ça me caractérise bien. J'ai plein d'amis cancer, c'est très drôle, un peu comme moi, dans la mode, à différents niveaux. Mais on se retrouve bien, je trouve. On est là. Avec une intuition de bâtard. Avec une intuition de bâtard. Et on sait bien s'entourer. Mais on vit bien avec tout le monde, hein, sous l'océan. Genre, ce qu'on coupe avec nos pinces permet de créer des déchets qui donnent à manger au plancton. On fait partie de l'écosystème. Et on est intouchable aussi. Ok. Ma deuxième question, qui avant était la première, mais je trouve ça intéressant de savoir à qui on a affaire avant en ouverture, c'est-à-dire on a affaire à un cancer. Un vrai cancer. C'est quoi le tarot pour toi? Alors le tarot, définition, c'est un jeu de cartes divinatoire. Ok. Et pour toi? Et pour moi, c'est un guide, c'est une manière de guider. Parce qu'il y en a plusieurs, hein, évidemment. Mais c'est une manière de guider. C'est quelque chose qui est ancré dans ma famille. Donc, ma mère se faisait tirer les cartes.
Je me souviens plus par qui, mais je sais que c'était l'astrologue de François Mitterrand à l'époque. J'allais même, c'était avenue Georges V, participer au rendez-vous et évidemment, mère juive. Et mon fils, il va avoir quoi comme avenir? Donc c'était intéressant de retenir aussi tout ce qu'ils ont dit, parce que maintenant que j'arrive à ma trentaine, je peux faire déjà un bilan de tout ce que j'ai entendu sur moi. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses, parce qu'il faut savoir que la divination en général, déjà, elle est donnée pour moi par une personne. Cette personne a une énergie. Donc elle a comme un don, on va le dire très simplement comme ça. Elle a un don, elle travaille ce don, et en travaillant ce don, elle travaille sa sensibilité. Pardon. Elle travaille sa sensibilité, et je pense que c'est une personne de profondément humaine, observatrice, donc ça va au-delà des cartes. C'est quelqu'un qui va sentir par rapport à la personne en face d'elle et les cartes qui sont présentées, son thème astral, plein de choses après qui permettent d'être un peu plus précis, comment ça va à peu près, parce que rien n'est exact, hein, le risque zéro n'existe jamais, mais qui va lui permettre de la guider, souvent de manière positive. A priori, on ne va pas dire fais ci, fais ça. C'est plutôt voilà, une guidance et c'est aussi à savoir la sensibilité que la personne doit prendre pour guider cette personne en face d'elle. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, il y a un peu de psychologie. En fait, c'est un peu de la psychologie. Il y a de la psychologie de toute manière. Je pense que c'est impossible d'être froid et de voir les cartes et de te dire ah là il y a la mort donc tu vas mourir. Non, parfois la mort c'est un renouveau, ça dépend comment il y a un enchaînement, ça dépend ce que la personne est prête à faire aussi, parce que les cartes guident, mais la personne elle doit trouver un espèce de pouvoir, ensuite trouver ce petit truc, cette petite étincelle qui lui permet de pouvoir sortir d'une situation en tout cas désagréable s'il y en a une. Et voilà, donc oui, le tarot, les cartes en général, moi je fais d'autres cartes, l'oracle de Béline ou le tarot des anges ou du karma. T'as des cartes chez toi? J'ai acheté mon premier jeu de cartes hier, figure-toi. À la boutique? À la boutique. Tu l'as pris ou pas? Non, je l'ai pas pris. Il est comment? C'est l'oracle du karma. Écoute, j'ai même fait mon premier tirage à une personne hier. Et qu'est-ce que tu lui as tiré? Elle vient de changer de travail, elle est très contente et c'est une personne qui est renfermée, très discrète, mais vraiment très, très solaire discrètement. Et je pense qu'elle a besoin de ce nouveau travail, de s'épanouir. Tu vois, elle va travailler dans la prod, de télé. C'est vachement enrichissant. En général, les gens, ils sont particuliers dans ce monde-là. Ils sont entre le baroudeur, l'artiste, le bagou, le fêtard, mais en même temps le musclé parce qu'il doit porter... Il y a plein de choses, donc c'est assez sympa. Et effectivement, ça ne présageait que de bon augure pour elle. Et l'important, c'est toujours de prendre la positivité. J'ai quand même une question technique. C'est-à-dire, donc tu achètes le tarot hier, c'est un vrai tarot ou c'est un oracle? Je crois que c'est un tarot. C'est un tarot. Comment t'as fait pour lire? Comment t'as eu la connaissance pour pouvoir lui faire une lecture? Parce que t'avais un petit bouquin? Oui, j'avais le petit bouquin. Et en plus, j'ai déjà lu plusieurs fois comment tirer les cartes du tarot. Je n'ai pas l'oracle de Béline, mais dès que je vais chez une amie particulière, je le tire là-bas. Et à chaque fois, c'est très, très intéressant. Même quand c'est dur, c'est intéressant. Et voilà, tu sais, parfois les cartes, c'est l'énergie aussi, tu vois. Il faut savoir à qui tu t'adresses. Il ne faut pas faire ça avec n'importe qui aussi. Il ne faut pas le faire tout le temps. Il faut savoir digérer son jeu. Il faut savoir digérer sa... J'allais dire sa sentence. Mais ouais. C'est un peu ça, oui, c'est un peu une sentence. C'est la justice. Donc la sentence, elle peut être bien, mal, à plusieurs degrés. Mais oui, il faut la digérer et il faut voir... Enfin, je veux dire, il faut avoir un peu... de toute manière, je pense que quand tu crois à ça ou quand tu t'adonnes à ça, tu as un peu l'imaginaire de ce qui pourrait se produire. Donc oui, effectivement, se préparer à ça
et tout mettre en œuvre pour que ça se produise. Tu parlais de ta maman qui consultait, qui t'emmenait de temps en temps. Tout le temps? Oui, non, tout le temps. Un peu obsessive, elle, pour le coup. Et après, marocaines, évidemment, ils font un peu de magie. Hein. Et c'est encore présent en France, il faut le savoir. On va en parler. 65% des jeunes entre 18 et 30 ans, oui, on est encore jeune quand on a 30 ans, croient en la sorcellerie, en France. Donc c'est réel. En France, on croit en la sorcellerie. En termes de guidance, est-ce que tu as une histoire qui t'a frappé? En ce qui concerne le tirage, oui. On était dans le Jura, j'étais avec ma maman. Et dans ce groupe-là, c'était un groupe de joyeux fêtards. Et il y avait quelques célébrités, et dont une astrologue. L'astrologue, elle est toujours parmi les stars, un peu. C'est quelqu'un qui est facilement dans le cercle. Elle fait partie des salons. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là, c'est comme les artistes, les intellectuels, ils font partie des salons. C'est très vieillamment dit, mais c'est ça, ils font partie des cercles restreints. Et il y en avait une particulière, je me souviens plus de son prénom, mais elle m'a tiré les cartes. Déjà, l'endroit était magnifique. On était dans une maison, mais collé à la roche, avec des cascades qui passaient. Il faisait beau. Le Jura, donc c'est très nature. C'est une bouffée d'air frais. Moi, c'est quelque chose qui me touche. J'en ai à chair de poule rien que de t'en parler. C'était le tarot. Elle m'a dit que j'allais vivre en Amérique. Donc c'était quelque chose d'assez flou. Et que j'allais passer à la télé. Et qu'à partir de là, il y a la célébrité qui allait arriver. Je l'attends toujours. Hein. Où que tu sois, je l'attends toujours. Non, mais c'est drôle parce que alors moi, je me suis imaginé tout de suite, ah oui, je vais aller habiter à Los Angeles, je vais être une star internationale. Je savais pas de quoi, je foutais toujours rien dans ma vie, mais je savais, enfin, même toujours su que je serais quelque part un peu célébrité. Et en fait, elle m'a dit que j'allais passer à la télé, que j'allais être une célébrité. Et oui, j'ai été en Argentine, où j'ai passé 11 ans. Et au bout de 2 ans en Argentine, j'ai été pris pour Masterchef. Donc j'ai fait quand même une émission, ce qui m'a permis d'avoir de la notoriété là-bas. Et tout d'un coup, d'être un petit Français sur la map des célébrités argentines, de mes pères aussi cuisiniers, qui tout d'un coup savent qui je suis. Donc c'était très intéressant. Est-ce que toi, tu as consulté tout seul comme un grand? Et si oui, est-ce que tu peux me raconter? C'est-à-dire sans maman, sans tes copains, juste t'appelles quelqu'un et tu lui dis voilà, je voudrais une séance. Est-ce que toi, tu t'es déjà... Ou c'est quelque chose vraiment que tu fais familialement ou avec tes copains? C'est toujours très organique. Comme je te dis, j'ai besoin de sentir la personne, tu vois. Toi, je t'ai rencontré. Tu fais partie d'un cercle d'amis chers. Il y a déjà une confiance. On a pu se regarder droit dans les yeux, discuter, déjà échanger sur notre expérience. Déjà la tienne, ensuite la mienne. Voilà, de ce que moi, comment je l'ai vécu, ma vie mystique. Et à partir de là, j'y reviendrai certainement à un point plus loin, mais c'est l'électricité, c'est ce que j'appelle l'électricité, c'est l'énergie. Mais quand ça connecte, ça allume en fait, et c'est comme quand tu trouves quelqu'un et tu te dis waouh, c'est lui, et que les deux vous êtes là en face, et qu'en fait, même sans vous connaître, vous savez déjà que vous avez envie de choses ensemble, peu importe lesquelles, vous avez envie d'aller plus loin. S'il y a une carte majeure dans le tarot que t'aimes bien, ça serait laquelle? Je crois que j'aime pas le dire, mais je suis le juif errant. T'es le fou? Oui, le fou, peut-être, ouais. Le fou, c'est celui qui se lance. C'est celui qui a compris qu'en fait, il valait mieux bouger que rester... Enfin, tu vois, qu'il y avait plus de risques à pas bouger que de bouger. Qu'il fallait tenter, qu'il fallait y aller, qu'il fallait se risquer, même si on sait pas ce qui arrive après, il fallait y aller, quoi. Good definition. Donc toi, le fou. Après, je pense que je suis un peu plein de choses. Parce que je suis fou, c'est sûr que je le suis. On va pas se cacher. Je suis un des plus fous d'entre tous. Mais j'aspire à autre chose. J'ai beaucoup erré dans ma vie.
depuis très longtemps. Déjà, mes parents voyageaient pour leur métier. Ensuite, nous, on voyageait en tant que famille. Et ensuite, ils m'ont mis en internat très tôt. Donc, la valise, le baluchon, c'est quelque chose qui me poursuit constamment. La route, c'est sûr. Et même dans mon métier, je suis complètement dans le transport. Je transporte de la nourriture, des bars, des cocktails, de la déco, constamment. Et voilà, mais après, ce n'est pas pour moi. Là, ce n'est plus pour moi. Là, je suis quand même sédentaire. Et ça me plaît bien d'avoir reposé mes petites valises à Paris, chez moi. Et est-ce qu'il y a une carte que tu redoutes? Ah oui, elle se présente, le jugement. Elle est là au-dessus du paquet. J'en avais peur, et j'en ai plus peur parce que depuis 2 ans, j'ai compris plein de choses, et j'ai compris que le plus important, déjà, c'était de me concentrer sur moi. Et moi, ça voulait dire de prendre soin de moi, mais aussi de prendre soin des autres, et d'essayer de faire le plus possible ce que je fais dans la vie, en minimisant mon impact. En fait, tout simplement, je ne souhaite faire de mal à personne. Être le plus possible réglo dans ma vie, dans ce que je fais, même avec la nature, je tue aucun insecte. Tu vois, genre j'en suis à ce point-là. Donc, en fait, le jugement, qu'il arrive. Bon, c'est après... Tu le vois comme une sentence? Non, je le vois pas comme une sentence. Tu sais, je sais très bien ce qui va m'arriver. Mais je crois que ça, c'est une de tes premières questions, la vie après la mort, parce on en y revient. Alors, la vie après la mort. Oui, il y a une vie après la mort, sachez-le. Il y a une vie après la mort, mais elle est différente pour tout le monde. Il y en a très peu, malheureusement, qui vont aller au paradis. Mais très peu. Très, très peu. On va tous se retrouver en enfer. Mais le problème entre vous et moi, c'est que moi, je suis déjà sur la liste du carré VIP en backstage. Le diable, il m'attend. Wesh, wesh, Lucifer. Non, oui, il y a une vie après la mort. Encore une fois, on revient à cette question de... Est-ce que j'ai peur du jugement? Non, parce que je pense que je mets quand même tout en ordre pour faire les choses bien, pour faire du mal à personne. Et j'ai pas peur du jugement, donc je pense vraiment que mon âme, elle va s'élever. Mais moi, de toute façon, je vais aller en enfer. Hein. Je veux pas aller au paradis à me faire chier tout en blanc. Pas du tout. Grosse soirée techno en enfer, t'inquiète. Donc tu crois au jugement dernier? Oui. Tu crois à l'enfer et tu crois au paradis? Non, je plaisante avec l'enfer. Mais en tout cas, si je devais choisir, c'est sûr que je préférerais aller en enfer plutôt qu'au paradis. Je pense qu'on s'y amuse mieux. Mais oui, il y a un jugement. Mais ce jugement, pour moi, il arrive quand même dans la vie. Mais si on parle de la mort? Parfois, elle est injuste, mais elle est faite pour nous apprendre quelque chose, la mort aussi. Et après ça, j'espère, il y en a beaucoup qui croient en la réincarnation. J'ai souvent des artistes. J'espère qu'ils auront le plaisir de se transformer comme des papillons ou des aigles ou qu'ils ont envie de se réincarner. Je ne leur souhaite que d'atteindre leur but. Parce que c'est un but, la mort aussi. Quel est le but? Le but d'avoir bien vécu. Et après, donc on sait pas si on va en enfer ou au paradis. Il y en a qui croient en la réincarnation. En quoi tu crois, toi? Qu'est-ce qui se passe après la mort pour toi? Quoi qu'il arrive, on reste une énergie. C'est-à-dire que toi, tu es une énergie vivante, moi aussi, mais il y a des énergies qui passent aussi, et il y a des énergies qu'on se crée. Enfin, ça, je vais un peu m'embrouiller, je pense que si je rentre là-dedans, mais tout est énergie. Quelqu'un qui t'a touché, qui est mort, est une énergie. Elle te permet de te guider aussi, voilà. C'est quelqu'un qui... une force qui peut te guider dans la vie, parfois à certains moments. Je sais que parfois, moi, quand ça va pas, je pense très fort à ma mamie, vraiment très fort, et c'est rare que dans l'heure, mon problème ne soit pas résolu. Mais c'est vraiment comme ça, et je sais que je le demande que quand j'en ai besoin aussi. Je crois, oui, donc on est une énergie, on reste, on est là, mais... Et elle reste, et elle continue de circuler, mais pendant des années. Il y en a qui arrivent
à faire que leur énergie se diffuse, mais éternellement. C'est ça qui est incroyable. Est-ce que tu peux parler, donc tu dis que de temps en temps tu demandes des petits services à ta grand-mère d'intervenir. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? J'ai honte. Allez Romain! Mais c'était ce matin. J'ai un défilé qui est tombé à l'eau. Et je me suis dit, oh bah merde, fait chier. Comment je vais payer mes vacances? Et alors là, et donc j'ai dit... Donc j'ai toujours le portrait de ma grand-mère qui est visible n'importe où de mon appartement. J'ai un espèce d'appartement loft et il peut se voir à peu près de partout. Très petit, mais j'aime bien cette photo. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait « Mamie, aide-moi, s'il te plaît. Tu sais très bien que je fais tout bien. Pourquoi? Fais tomber un boulot. » Sur le chemin en revenant ici, j'ai eu un nouveau contrat. Est-ce que tu es spirituel? Oui. En quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être spirituel et est-ce que tu as des rituels? Alors, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a spirituel et religieux. Alors la spiritualité, oui, déjà ça passe par peut-être déjà être curieux sur les arts divinatoires. Ça c'est une chose. Mais aussi être spirituel, c'est être en phase avec soi-même. Et là, je vais faire une référence au yoga que je pratique énormément. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me recentrer dans la vie, quand j'en avais réellement besoin, et qui en plus m'a rendu fort physiquement. Et ça, c'est quelque chose, j'ai de la chance d'avoir une très bonne prof, et qui est très douce, et qui croit vraiment en ce qu'elle fait. Et en fait, il faut savoir que son corps et son esprit ne sont qu'un, final. On sépare toujours les deux, mais c'est pas vrai. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et donc pour ça, ça se travaille. Et oui, le yoga, c'est effectivement, pour moi, la meilleure forme de spiritualité, parce que elle nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes et de faire fonctionner tout ce qui va permettre à notre énergie, à nous, de fonctionner par rapport aux autres. Donc oui, je suis spirituel. Alors, à travers ça, évidemment, je m'intéresse au bouddhisme. J'ai un Bouddha chez moi. Je lui ajoute régulièrement de l'argent. Et je lui tape 3 fois dans les mains, comme ils font, avec les 3 pas en arrière. Je m'incline. J'ai pu observer ça en Asie. Et j'aime bien cette douceur qu'il y a dans cette religion, parce que c'est une religion. Mais que je ne pratique pas, mais que je respecte. Et oui, c'est sûr que dans le yoga, il y a un peu d'hindouisme, il y a un peu de mysticisme. On fait des positions d'ailleurs de dieux indiens. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même, je veux dire, personnellement, le spirituel. Donc, spirituel, il passe par plein de choses. Ça passe par la mythologie, ça passe par voilà, les dieux. Donc oui, comment les gens aussi ont cette guidance, qu'est-ce que ça leur apporte. Et après, à un autre niveau, c'est la religion. Alors, la religion, je la considère plus comme une loi. C'est quelque chose d'assez fermé. Alors moi, ma maman est juive et mon papa est catholique. Les deux pas pratiquants, mais ma maman a décidé de mettre plus l'accent sur la religion juive. Et en plus, j'ai vécu avec ma grand-mère mes derniers moments de sa vie, donc j'étais très proche d'elle. Et mon père, c'est pas effacé, parce qu'au final, je pense qu'il s'en est toujours plus ou moins battu les rougnougnous, mais et puis ça l'intéressait aussi d'observer ça, qui est quelque chose qu'il connaissait pas, et ça l'amusait. Et puis de toute manière, tant qu'il y avait de la nourriture en jeu, ça l'intéressait, mon père aussi. On aimait bien cuisiner dans ma famille. La cuisine était vraiment notre moment très important. Et donc voilà, la religion juive fait partie certaines lois qui me régissent. Par exemple, si tu devais nous en parler, nous en donner quelques-unes. Alors là, je vais rebondir sur un autre point. Le point, c'est que je suis gay. Donc évidemment,
c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu dans la religion juive. Après, il y a des... Tout est possible. Hein. Mais non, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc, ma sexualité, le fait que j'ai une vie sexuelle avec un homme n'est pas accepté dans la Torah. On a le droit de vivre avec un homme dans la Torah, mais on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec lui. Mais ça, je m'en fiche personnellement, parce que j'ai quand même la chance de vivre en 2024 et d'être dans une époque libérée où j'ai grandi dans un milieu avec des gens ouverts et libérés. Et c'est de plus en plus le cas, donc c'est génial. Mais oui, ça m'arrive de fêter Shabbat avec mes amis. Et oui, j'observe Yom Kippour et Pessah. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Et Hanouka. Oui, Hanouka. Ouais. Et Rosh qu'est-ce que ça... Et, ouais, tout quoi. Dans tous les plus importants. Ouais. Je vais te dire un truc sur la religion, c'est que c'est des lois et qu'elles ont été faites à un moment donné par une communauté donnée pour régler cette communauté. C'est-à-dire, quand il y a Yom Kippour, le grand pardon, c'est le moment où on jeûne pour se libérer de toutes les mauvaises actions que l'on aurait pu faire dans l'année. Mais en vrai, et moi je reprends toujours ça parce qu'évidemment je suis chef et que c'est quelque chose qui m'intéresse de faire un peu d'anthropologie de la nourriture, c'est qu'en fait, à ce moment-là, c'était des périodes où on avait mangé très lourd, il y avait eu les fêtes, il y avait eu les mariages, donc en fait, c'était presque nécessaire pour la communauté de faire un jeûne, parce que sinon, ils allaient tous avoir du diabète. Donc en fait, c'était quelque chose qui permettait aussi, on sait très bien aujourd'hui, et je suis partisan de ça aussi, c'est du jeûne intermittent, c'est-à-dire que parfois, cela permet de renouveler renouveler son système immunitaire en l'actionnant, c'est-à-dire en le mettant en danger. C'est-à-dire que le fait de ne plus donner à manger à ton corps va lui dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Attends, il faut que je travaille encore plus, j'envoie la sauce. » Et en fait, ça permet aussi d'éliminer énormément de toxines. Donc voilà, la religion, au moment de Pessah, je prends des exemples parce que c'est ce que je connais. Hein. Au moment de Pessah, on élimine ce qu'on appelle les hametz, c'est-à-dire tout ce qui est féculent. Et pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les mythes qui se mettaient à ce moment-là dans les aliments et qui en fait pourrissaient tout, faisaient plus d'insectes. Donc c'était nécessaire de vider et de manger que des choses saines pendant ce temps-là. Et en plus de profiter des légumes du printemps. Tout était logique en fait. Et voilà, je pense à part ces règles qui sont nécessaires et qui sont archaïques, il y a quand même des histoires dans la Torah. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire spirituelle, un conte ou quelque chose qui t'a marqué? C'est compliqué comme question, je m'y attendais pas aussi. Il y a je m'intéresse à beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, oui, j'aime la mythologie et j'ai toujours essayé de savoir s'il y en avait une dans la religion juive. Et effectivement, il y en a. Et je m'y suis intéressé parce qu'une amie à moi s'appelait comme ça, c'est Lilith. Donc Lilith, c'est la première femme avant Ève, c'est la première femme au monde, c'est la première espèce humaine au monde, avant Adam et avant Ève. Et en fait, Lilith, elle était trop belle, mais vraiment trop belle. C'était tellement la perfection. Elle avait des cheveux comme ça, un peu couleur feu. Elle avait une peau blanche, donc à l'époque c'était signe de perfection. Les yeux clairs comme le ciel, un corps élancé, une peau de lait, des petits seins, enfin tout. Bon, évidemment, elle était à poil. Hein. À l'époque, on n'avait pas inventé encore Chanel. Mais en fait, elle voulait pas se plier aux hommes, parce que Dieu, il lui a dit hey, c'est beau de danser et tout, parmi la nature avec tes longs cheveux et tout, mais t'en as marre de faire la belle gosse. Maintenant, il va falloir faire descendance. Et j'ai décidé de créer l'homme. Et elle lui a dit non, moi j'irai pas avec les hommes, je veux pas. Donc il lui a dit ok, bye bye, ploum. Donc, et elle s'est fait. Elle s'est fait éjecter du jardin d'Éden. Ouais, parce que avant, tout n'était qu'Éden, en fait. Tout n'était que paradis.
jusqu'à ce qu'on définisse la loi de propriété. Mais en vrai, avant, tout n'était qu'Éden et paradis. Et en fait, il l'a éjecté et tout d'un coup, il a mis Adam. D'abord, il s'est dit, bon, une femme, ça suffit. Je vais créer un homme. Et il a dit, et je vais créer la femme depuis cet homme, Ève. Et elle sera parfaite, ou peut-être même, comme ils essaient de nous faire croire, en tout cas prédestinée à l'homme. Je serais curieuse, on va regarder, mais je serais curieuse de savoir où est ta Lilith. Effectivement, c'est la femme bannie en toi. The woman in me. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres placements pour parler de la woman in toi. Mais la Lilith, c'est génial que tu nous aies raconté ça. Est-ce que tu connais une autre histoire? Mais il y en a plein. Je sais qu'il y a quelques démons. Je me rappelle plus très bien. J'ai lu tout ça je lis comme, encore une fois, je lis tellement de choses. Mais oui, on a quelques démons. Et peut-être l'histoire du veau d'or, où tout d'un coup, les Juifs se sont mis à adorer un veau d'or. Ça n'a pas duré longtemps, ils les ont tous exterminés. Voilà. J'aime bien cette métaphore parce que c'est vrai que l'or, en fait, on lui donne beaucoup d'importance de nos jours. De toute manière, l'or est quelque chose sur le marché, quand tu l'étudies, qui est toujours stable, qui est toujours safe. C'est-à-dire que l'or est encore une monnaie d'échange et partout dans le monde. Et oui, on s'est mis à adorer, mais même encore aujourd'hui, on adore des veaux d'or. Hein. Enfin, tout le monde est veau d'or. Kim Kardashian, c'est un veau d'or. Britney Spears, c'est un veau d'or. Paradise Hilton, c'est surtout un veau maintenant d'ailleurs, non? Qui? Britney. Ah, don't touch Britney. Elle est passée par plein de trucs, la pauvre, et maintenant elle est folle, qu'est-ce que tu veux? Et elle a tout cet argent, donc elle est folle avec l'argent, donc elle a tout perdu, la pauvre. Mais laissez-la vivre, laissez les gens vivre, Elle le mérite, elle a bossé, hein. Elle était là, hein. La Britney, elle était là pour te faire kiffer. Hein. Ouais. Est-ce que t'es superstitieux? Absolument. C'est quelque chose qui est ancré dans ma famille. Il y a beaucoup de choses que l'on ne fait pas, vraiment, se passer le sel, retourner le pain, ça c'est déjà la base. Et oui, on est superstitieux et on est un peu sorcier aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah déjà tout simplement, mais parce que tu peux pas tout contrer encore une fois les énergies, parce que les énergies peuvent être bonnes ou mauvaises dans la vie, encore une fois. Et tu peux pas toutes les contrer, mais tu peux les contrer grâce à du très bon gros sel. Sache-le, un petit pochon dans ta poche sert toujours devant le pas de ta porte ou aux quatre coins de ta maison. De temps en temps, c'est bien de faire un cleansing. Ça, c'est pas mal non plus. Oui, moins. La sauge, pour moi, c'est une mode de pépette. La sauge est très bonne, elle cleanse. Mais après, en fait, moi, je voyais faire des trucs. Enfin, j'ai des expériences mystiques où je vois encore ma grand-mère avec la poêle Tefal en train de brûler de la sauge, pas comme toi, enroulée autour d'un beau petit fil rose avec des petites perles autour. Ça, c'est pour moi où ça devient un truc de pépette. Et ce n'est pas un compliment d'être une pépette. Je tiens à le dire. Mais moi, je voyais ma grand-mère vraiment brûler les herbes comme ça. Putain, même une fois, je l'ai vue, elle se l'a passée en dessous la jupe, tu vois. Genre, après, elle passait au-dessus. Enfin, oui, on fait des trucs. Donc oui, il faut pas croire que... Commence par cleanser toi-même. C'est pas pour ton appartement, c'est toi, créature du démon, qu'il faut que tu te mettes sous le bâton de sauge. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas... Tu vois, genre, je trouve qu'il intervient de plus en plus comme un élément de décoration et ça m'énerve. D'accord. Et si on parle de superstition et on revient à ta famille, donc on voit ta grand-mère se passer de la sauge dans sa culotte. Non, pas dans sa culotte, sous la jupe. Sous la jupe. Non mais attends, Juliette, s'il te plaît. Déjà, paix à ton âme, ma pauvre mamie, que tu sois obligée d'entendre ça. Non mais il y avait quoi d'autre, si tu peux vraiment nous faire plonger dans ton environnement familial et en termes de superstition. Il y avait le gros sel, le pain qu'on retourne pas évidemment. Mais si on va plus loin, donc il y a la sauge, il y a quoi d'autre dans les superstitions? Il y a les histoires genre le chat noir, il y a les... Est-ce que c'est touche ta tête? Est-ce que c'est... Le chat noir, j'évite, mais
encore une fois, les animaux, ils ont rien fait. J'estime toujours ça, genre être superstitieux d'un animal, c'est lourd. Je trouve ça lourd. Moi, j'aime tous les animaux, personnellement. Je préfère même parfois plus les animaux que les hommes. Sorry, not. Un chat, c'est un chat. Et quand j'en vois un, j'observe ce que ça peut vouloir dire. Mais particulièrement au chat noir, j'y attache pas forcément d'importance. Et pourquoi? Parce que je suis un sorcier moi-même. Donc le chat noir est associé à moi-même. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai pas peur des araignées, je les adore. Pareil, on dit araignée du matin, chagrin, il faut la tuer. Mais pitié, non. La pauvre. Non. La pauvre. Si déjà vous avez des araignées chez vous, c'est-à-dire que vous êtes propre. Elles ne vont jamais chez des personnes sales, les araignées. Si vous avez des mouches, oui, il y a un problème. Mais des araignées sont que vos amis. Moi, j'adore les araignées. Et là, elles sont prêtes à faire, là, elles m'ont fait, mes petites chéries, les petites toiles entre les tuyas pour arrêter les moustiques. Je les adore. D'ailleurs, Et en quoi t'es un sorcier? Bah, c'est de famille. Hein. Mais en quoi, si tu devais raconter, comment tu utilises ta magie? Alors, moi, ma magie, je ne l'utilise pas vraiment. J'adore. Comme la plupart des gens. On dirait, on part en sucette, mais oui, la magie, c'est aussi de pouvoir créer une énergie. C'est ça, en fait, on en revient à ça. Donc, déjà, je ne fais pas de magie noire, parce que oui, ça existe. Oui, ça existe. Je n'en fais pas. Ça te retombe toujours dessus, sachez-le. C'est le karma, donc voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. La magie noire, le karma. C'est le fait de vouloir du mal, ou vraiment d'entraver le chemin de quelqu'un, et peut-être de le détruire. Il faut faire attention à ça et à comment on fait sa ligne de vie. Mais oui, je peux faire un peu de magie, peut-être en souhaitant quelque chose de tellement fort, je manifeste, mais je pense que ça, tout le monde devrait le faire. C'est pas de la magie, c'est vraiment de manifester. Et d'y croire, de croire en soi, on en revient toujours au centre, au rond en fait, ou à l'infini plutôt, quelque chose qui est en mouvement comme un atome, et de le cultiver, et le pouvoir s'agrandit, et là oui, je peux manifester du travail, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, même parfois des choses folles, oui, qui m'arrivent, je dis ça va m'arriver, ça m'arrive. Donc les pensées, thoughts become things, ça c'est évident. Est-ce que tu crois en la télépathie? Oui. Moi aussi. Est-ce que tu as expérimenté le truc? Moi je pense qu'avec tes amis proches, ta famille, tu peux... Enfin, je veux dire, c'est des choses qui nous définissent, qui à un moment, encore une fois, on a connecté nos câbles. Je parle toujours en câbles, en électricité, mais on a connecté les câbles ensemble. Et oui, il y a l'information qui va à la vitesse de la lumière. En fait, c'est parfois tu regardes, et quand tu regardes ta pote, ton pote, et que tu sais très bien ce que tu as voulu dire, ça pour moi c'est déjà de la télépathie. C'est que tu n'as même pas besoin de savoir, et tu as juste besoin d'une manière de regarder avec quelque chose qui est tellement subtil, des traits du regard, qu'en fait, oui, c'est de la télépathie. Et la télépathie, c'est encore une fois de la sensibilité. C'est quelque chose que tu ressens, et ça arrive de temps en temps, et oui. Après, d'avoir toute une conversation, là, oui, c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà fait une expérience magique, de la magie, et est-ce que tu peux nous raconter ton expérience, ou plusieurs? Alors déjà, moi, je veux dire que la vie est magique, les humains sont magiques, la nature est magique, donc déjà la magie, elle est tout autour de nous, encore une fois. Elle est présente, je sais pas, un nuage dans le ciel avec une forme peut être magique, une fleur qui s'ouvre devant nous, ça c'est magique, un insecte qui vole, c'est magique. Après, est-ce que j'ai déjà expérimenté des moments magiques? Bah oui, enfin encore tout le temps, dans la vie, dans les relations humaines surtout. Parce que je suis humain, enfin je crois. Mais sinon, moi personnellement non, mais encore une fois, c'est arrivé dans ma famille, et c'est arrivé à ma grand-mère. Et donc, encore une fois, le mysticisme de notre famille, il vient du fait que ma grand-mère était médecin en Côte d'Ivoire.
pour le gouvernement africain, je tiens à le dire, quand même. Donc, bye ceux qui pensent qu'on était colons. Et donc, ils allaient dans la brousse une fois et ils se sont, avec des amis médecins, une petite excursion. Il était très tard et en fait, ils se sont fait attraper par une tribu. Tu sais, les trucs de l'époque. Une tribu toute peinte et tout. Ma mère m'a dit qu'elle avait grave flippé parce qu'évidemment, elle vivait quand même dans un certain milieu en Afrique. Et puis à l'époque, c'était sympa, je pense, même toujours maintenant. Il paraît qu'Abidjan, c'est génial. Et en fait, ils leur ont dit qu'ils avaient volé les caïmans blancs du grand sorcier. Et que pour ça, ils devaient être punis. Donc évidemment, je pense qu'ils se sont tous fait dans leur froc. Et ils ont réussi à leur dire, et parce qu'en plus ils avaient des médicaments, ça c'était le gros truc de l'époque, qui intéressait tout le monde, ils ont dit nous aussi on est sorciers, on crée des... Enfin, en fait ils se sont fait passer pour sorciers, nous aussi on est sorciers, voilà, on crée des médicaments qui font que tu vas mieux et tout, qui t'enlèvent le mal de tête, et en fait ils ont réussi à sortir de cette situation comme ça. Est-ce que toi, on parlait des fantômes tout à l'heure, mais est-ce que quand je parle de trucs un peu magiques, c'est quand tu te rends compte que le monde intangible est plus concret que le monde tangible, en gros? Est-ce que tu peux nous raconter les anecdotes dans lesquelles, que tu aurais vécu? Ouais, mais c'est très personnel. Non, mais peut-être pour aider les autres. Voilà, on va le faire comme ça. Pour aider toutes ces personnes, parce que je pense qu'il y en a plein qui peuvent se reconnaître là-dedans. J'ai été donc en relation pendant 11 ans avec une personne. On a vraiment construit cette relation, donc la vraie relation comme on peut se l'imaginer, 20 ans en plus. Parfaite, on se construit le travail, à chaque fois on gravit des échelons, on grandit ensemble, de manière très organique et très naturelle et vraiment bienveillante. Et puis bon, le fait de bien travailler toujours amène le succès, amène la réussite, amène l'argent, donc c'est quelque chose qu'on en profite. On a vraiment une vie de couple rêvée. On a vraiment eu une vie de couple rêvée et en fait, je pense c'était tellement beau comme on était et tellement parfait. Même nos amis hétéro-aristocrates, ils nous regardaient, genre, ils n'arrivaient pas à le croire. Et c'était trop beau, on était beaux, parfaits, travailleurs, les deux architectes, l'autre chef pour les célébrités, la mode, à Paris. Enfin, qui mieux que nous? On voyage dans tous les pays du monde, 4 fois par an, on fait des voyages que les gens ne feront peut-être jamais dans leur vie. Tout ce qui est bien, en fait, super à part, décoré au millimètre, tout ce qui peut faire plaisir dans la vie. Et en fait, je pense qu'à force d'être tellement parfait, et de le montrer sans le vouloir, mais en fait, on attire la jalousie. Ça, c'est une énergie aussi. Et en fait, il y a des gens qui veulent absolument nous prendre ça. La réussite, de toute manière, je pense qu'elle vient avec beaucoup de... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, avec beaucoup de solitude. Toutes les personnes que je connais un peu qui réussissent et qui sont célèbres sont seules au final. Donc bon, pour en revenir à ça. Donc ça se termine, cette perfection, ce truc parfait. Donc moi je m'en vais. Et en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, en fait, voilà, cette jalousie, nous on appelle ça l'œil chez nous. On m'a mis un œil en fait. On m'a mis un œil, on a voulu ma vie en fait. On a voulu être moi. Alors ça peut peut-être être égocentrique à dire, mais je crois qu'on a voulu sincèrement prendre ma place. Genre dire, lui, c'est moi en fait. Et donc voilà, il y a eu la séparation. Et en fait, j'ai vécu un enfer. Tellement cet œil était puissant, j'ai vécu un enfer qui était... Enfin là, j'en rigole, mais encore amèrement, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, vraiment, j'ai été possédé. Donc oui, en fait, j'ai eu une expérience magique. En tout cas, très mystique. Donc j'ai déménagé d'Argentine. J'ai dû prendre 9 valises avec moi. J'ai fait escale au Canada. J'étais vraiment très mal. Je pense que j'ai fait un nervous breakdown, clairement. Le vrai. Et j'étais à l'aéroport et en fait,
oui, j'ai bu, je tiens à le dire. J'ai bu une bouteille de vin les 2 dernières heures en attendant mon dernier vol qui me ramenait à Paris, où il y avait mes potes qui m'attendaient prêts à me réconforter, voilà, et à surtout récupérer mes 9 valises. Et là, j'ai perdu toute ma sacoche. Mais en fait, je me rappelle plus de rien. J'étais aux toilettes, j'étais au téléphone avec des gens jusqu'à la dernière minute de mon embarquement. Et en fait, j'ai été aux toilettes. Et là, j'ai perdu toute ma sacoche où il y avait 500 €, mon passeport, mes cigarettes, les clés, plein de choses, enfin plein de choses importantes. Sauf mon portable. Et là, ils me refusent l'entrée à l'avion. Alors que j'étais enregistré, j'étais dans le transit, quoi. Donc voilà, de là s'ensuit qu'ils me sortent toutes mes valises, la galère. Il est minuit à Montréal. Donc je galère et tout, mon père ne répond pas, plus personne répond, il est super tard en France. Donc je suis coincé à l'aéroport, sans argent, sans rien. Donc à un moment j'appelle les flics. J'appelle les flics, ils viennent, ils sont hyper gentils et tout, adorables. J'arrive à faire garder mes 9 valises à l'aéroport chez les flics, genre chose absolument inédite. Surtout avec tous les couteaux de cuisine et tout que j'avais dedans et les chalumeaux et tout. Enfin, c'était vraiment incroyable de faire ça, mais j'avais pas le choix parce que le lendemain, je devais régler mon histoire à l'ambassade de passeport. Alors, l'ambassade qui était fermée ce jour-là parce que c'était un samedi. Enfin, le lendemain, c'était un samedi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, ils parlent un français vieux. Donc ils m'ont dit, on va vous amener dans un hôtel pour les personnes comme vous qui sont en galère de transit. Sauf qu'ils m'ont emmené dans un shelter, en fait, où je me suis retrouvé avec des homeless, en fait. C'est pas la question de me retrouver avec des homeless, c'est la question de me retrouver aussi bas, tout d'un coup, dans ma vie, et de pas comprendre ce qui m'arrive, et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait. Pourquoi, tout d'un coup, c'est une galère de rentrer alors que j'ai rien fait de mal, a priori. Enfin, a priori, oui. Genre, a priori, absolument. Et donc, bon, là, je fais rêve, parce que j'arrive pas à dormir dans leur lit. Enfin, genre, c'était horrible. Hein, je vivais un enfer. Et j'essaie de te la faire très courte en plus. Hein. Et en gros, j'ai réussi à retrouver une vieille amie à Montréal qui était réveillée, qui travaillait dans la prod. Merci les gens de la prod. Donc, évidemment, insomniaque et qui était en train de faire ses montages vidéo genre sur son ordinateur qui me fait mais quoi Romain, mais où es-tu, mais je t'envoie, elle m'a envoyé tu sais, en mode limousine là-bas, genre tout d'un coup, en plus on était en plein hiver, moi je sors de l'été, hiver, j'étais pas habillé, tempête de neige, j'ai tout eu, et genre en fait aussi j'ai une discussion avec les gens du shelter juste avant, et là j'ai un peu relativisé parce que bon ils m'ont raconté ce qui leur arrivait, et moi en fait ils m'ont fait face à ce qui m'arrivait moi, genre juste que j'avais perdu mon passeport, donc bon. J'ai aussi dit, allez, on reprend du truc. Et en plus, je savais que mon ami m'a envoyé la voiture et tout. Et là, bon, je suis arrivé, ça a été un soleil, cette personne. Je la considère comme un ange. Genre, déjà, il y avait une cheminée chez elle. Je sais pas pourquoi, genre, j'ai tout de suite été attiré par le feu, le fait de me réconforter. Et la cheminée, c'est toujours quelque chose que je vois comme rassurant. Et là, avec sa douceur, elle a essayé de trouver des solutions. Et bon, bref, on se rend compte que j'ai un ancien passeport, que je peux voyager, que tout le monde est d'accord pour ça, la compagnie et tout, on appelle tout le monde est d'accord. Je passe la meilleure journée de ma vie à Montréal. Parce que j'ai de la chance quand même, hein, toujours dans mon malheur. Je passe la meilleure journée de ma vie à Montréal, je découvre Montréal, que je connaissais pas, tout d'un coup il fait beau. Tout s'illumine dans ma vie, vraiment. Donc c'est cool, je repars de Montréal, j'arrive à Paris. Mon ami vient me chercher. Il m'avait préparé tout ce que je voulais, des fruits de mer, parce que ça se trouve pas en Argentine. Voilà. Et puis à un moment, je dis, bon, bah, je vais faire une mayonnaise pour accompagner les fruits de mer. Après tout, je suis chef, c'est moi qui dois faire ça. Je commence à faire la mayonnaise, j'en fous partout. Absolument partout dans une cuisine immaculée. Où je suis chez ma pote, évidemment, genre, où je vais cracher. Et je lui fais, c'est pas grave, Lauriane. On va tout nettoyer. Et on nettoie toute la cuisine. Et là, je recommence ma vinaigrette. Et en essayant de recommencer ma vinaigrette, j'explose une bouteille de vinaigre rouge par terre en 1000 morceaux. Donc j'ai posé cette bouteille, on venait de tout nettoyer. Hein.
J'ai fait, on va tout nettoyer. Je fais, voilà, nettoie tout, et je lui fais, et je peux rien toucher. Je pense que je suis trop faible, j'ai pas dormi depuis 3 jours, je suis en jet lag, voilà, genre je peux rien toucher, donc je vais rien faire en fait. Elle me fait, c'est mieux, après avoir nettoyé toute la cuisine, on laisse, enfin, on ramasse le verre qu'on met dans une poubelle spéciale, évidemment pour le verre. Moi, je nettoie la cuisine, je vais dans le salon. Et à ce moment-là, assis dans le salon, il y a eu un coup de vent. Putain, j'en ai encore des frissons. Il y a eu un coup de vent qui s'est passé comme ça, qui a ouvert la fenêtre de nouveau, qui a explosé la poubelle en verre qu'on venait d'installer devant. Enfin, parce qu'on était en plus en train de faire sécher le sol, donc on a soulevé les trucs. Qui a réexplosé tout le verre. Et là, il y avait un tiroir ouvert, il y a un coquetier en verre qui est tombé et qui s'est brisé. On se regardait, genre, mais vraiment estomaqué en fait. Et là, en fait, le seul truc que j'ai dit, je fais, c'est bon, il est parti. Et en fait, il était loin d'être parti. Ça a été un mois d'enfer, mais total, qui m'est arrivé en fait. Et genre, je comprenais pas. Donc à partir de là, je me suis beaucoup renfermé dans cette période. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut aider peut-être des personnes. J'ai vraiment beaucoup déprimé. J'ai fait le point sur ce que je devais faire aussi. Il faut toujours passer par ces moments-là, c'est important. Ne pas se laisser trop aller, mais savoir peut-être libérer ses pleurs, ses angoisses. Ne pas lutter contre ça. Et en fait, je me suis fait, 2 semaines après, je me suis fait gazer. En rentrant tranquillement chez moi, au dernier métro, j'avais pas bu, j'ai été voir mes amis, on avait mangé des pizzas, genre avec les bébés, enfin je veux dire, aucune bas d'énergie, a priori, genre je me suis fait gazer. 2 semaines après, j'arrive enfin à avoir des contrats, un peu le début, on sort de tout ça. Là, je me fais, donc on est déjà à 1 mois et demi peut-être de mon retour, je me dis je vais fêter ça avec des copains, on me drogue dans mon verre et je me fais tout voler. Ma carte bleue, ils ont vidé mon compte en banque, le peu que j'avais réussi à accumuler depuis que j'étais revenu. Après, je me suis beaucoup intéressé à la loi des séries. J'ai tout lu. Ce que j'ai trouvé pour la contrer, le seul truc intéressant que j'avais lu pour la contrer, c'était en fait de disparaître. J'ai disparu à ce moment-là. Je me suis dit, je ne dois ni sortir, ni rien. Donc, j'ai été chez une amie en banlieue, à Montmorency exactement. Et c'est très verdoyant, mais en même temps, il y a une vie. Et en fait, j'ai disparu de Paris aussi. La seule chose que je faisais, c'était d'aller là travailler. Sinon, plus rien. Je ne sortais plus. Je ne faisais rien jusqu'à ce que je reprenne en fait toute ma force, mon énergie. Ça n'a pas été automatique. Mais au moins, je me suis dit que ça allait... Que oui, cette personne, en plus, je comprends pas, j'aurais tout laissé. Genre vraiment, je suis parti juste avec mes vêtements, et mes couteaux et mes livres de cuisine. Tu vois, vraiment, j'ai vraiment laissé plein de matériel, mais ça c'est pas grave, mais plein de vie aussi, plein de choses établies. Donc je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc j'ai dit, j'ai dû faire quelque chose de mal à un moment, et en fait là je suis en train de le payer, et c'est la grosse sentence. Donc tu vois, c'est pour ça la sentence de la mort, c'est pas quelque chose qui me fait peur, puisque là, je pense que j'ai déjà eu cette grosse claque, tu vois. Cette grosse claque qui te dit que même quand tu fais tout bien dans la vie, parce que je pense que je faisais pas les choses mal en vrai, tu vois, genre a priori, c'est ce que beaucoup de gens voudraient, genre un grand cercle d'amis, une bonne situation, un couple parfait, beau, sportif, intelligent, éduqué, sympa. Alors pourquoi? Mais parce que c'est la vie. Mais c'est quoi ça pour toi? C'est quoi la loi des séries? Pourquoi t'as payé? Parce que la vie, enfin tu vois, c'est grave. Je sais pas, c'est quoi, en fait? sais pas. Tu sais, moi je sais pas si j'étais méchant plus jeune ou... Je pense que j'étais terrible, mais j'étais pas forcément... j'ai pas détruit la vie des gens, enfin j'espère pas en tout cas. Mais oui, je pense que j'ai dû avoir une énergie mauvaise. Mais ce qui est marrant, c'est que
je sais que très bien comment j'étais. Je sais que j'étais un adolescent difficile, mais pas difficile, hein, genre justement, moi j'étais très très vicieux parce que en apparence, genre tout allait bien. Genre je suis ah Romain, tu sais, genre ce copain parfait des parents, le fils parfait aussi qui travaille, qui réussit, qui s'habille bien, son cercle est magnifique, c'est que des fils de machin, des fils de ministres, il va dans les meilleures écoles. Mais en fait tout ça c'est ce que j'ai appris après, c'est que ça m'aidait pas à être une meilleure personne en tout cas, pas être une personne humaine, et peut-être qu'à ce moment-là, oui, j'ai maltraité des gens. Et c'est de la maltraitance, j'ai envie de dire, d'un esprit jeune et impétueux, tu vois. Il n'y avait rien, maintenant, je meurs de manquer de respect à qui que ce soit, en fait. Tout simplement, je sais pas, je suis plus solaire, je vais pas tant être le Parisien qui va regarder, être attitude et tout. Je préfère être direct, sympa. Si tu veux qu'on soit sympa, ça peut grave marcher. Tu parlais de ces fenêtres qui s'ouvrent et t'as dit il est parti. Est-ce que tu crois aux fantômes? Non. Ok. Je crois en l'énergie, encore une fois, et l'énergie des êtres vivants, des êtres partis. Mais c'est pas des fantômes, ils sont pas là pour vous hanter, ou alors c'est que vous avez fait vraiment beaucoup de mal dans votre vie et que on a besoin de vous le rappeler. Quand tu dis il est parti, c'est quoi il est parti? Tu l'as dit. Il est parti. L'œil, l'énergie. L'œil. C'est quoi l'œil? C'est le karma. Non, je pense que là pour le coup on m'a attaqué. Hein. C'était vraiment, on voulait être, ouais, on voulait tout ce qu'il y a avec. Mais c'est qui l'œil? Bah, l'œil c'est la jalousie, c'est toujours l'envie, c'est toujours la rage. Et malheureusement, elle existe partout. C'est pour ça que même, je suis très expressif, mais en cercle privé. En cercle, je suis très discret quand même, en public. J'étale plus. J'ai eu besoin d'étaler mes réussites quand même pour montrer aux gens et puis pour leur montrer que j'étais là en train de me battre et que j'y arrivais. Mais maintenant, je suis plutôt passé dans un autre mood où je cultive mon travail, mon savoir-faire et évidemment, je crois beaucoup en travail. Je suis très travailleur. Je crois que ça me définit pas mal et que c'est aussi quelque chose en lequel je crois. Et qu'on peut faire des choses qui nous plaisent et pas avoir l'impression de travailler. Et oui, là, je reste discret donc pour éviter de m'attirer les foudres. Enfin, d'ailleurs, sur Instagram, par exemple, j'ai plus de profil ouvert. Il est ouvert au public. Non, mais t'as pas de publication. Mais j'ai aucune publication. Parce que j'ai envie déjà de contrôler qui voit ma vie privée. Ça, c'est un luxe que je me permets. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que je fais. Il faut contrôler son image. Et savoir ce qu'on montre. Ok. Est-ce que tu crois au destin? Oui. Tu peux me raconter? Bah, je crois en moi déjà, je crois en mon destin. Je crois qu'il est vraiment... J'arrive pas à le croire, mais il est vraiment très beau. Et je travaille dessus. C'est un travail, le destin, encore une fois. Et oui, je pense qu'on est tous prédestinés d'une certaine manière. Et malheureusement. Parfois pour certains. Et que c'est très difficile, parfois, de break the circle. Et ça, c'est la chose la plus dure à faire pour n'importe qui. C'est de rompre le cercle, en fait. N'importe quel cercle. Et toujours dans le mieux, a priori. Hein. On va pas aller vers le mal. En tout cas, c'est pas ma philosophie. Mais oui, c'est important de savoir se dépasser. Donc, tu crois qu'on est tous prédestinés, tu crois au travail, tu crois qu'il faut bosser, tu crois qu'il vaut mieux vivre caché plutôt que d'exposer tout, parce que sinon on peut avoir l'œil. Je résume. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en quoi tu crois dont on n'a pas encore parlé? Tu crois pas aux fantômes, mais tu crois en l'énergie, tu crois au rituel, tu crois en quoi d'autre? Bah, je crois en moi et en mon destin. Je pense que je l'ai bien pris en main. J'arrive bien à piloter mon petit vaisseau. Et je crois en ça, en fait. Je crois que tous les jours, que demain va être à chaque fois meilleur. Et en même temps, je vis
Je vis assez bien l'instant présent aussi, ce qui est plutôt agréable, quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'étais toujours dans le calcul, encore une fois le cancer, très calculateur, mais je me relaxe de plus en plus. Et oui, c'est assez agréable de savoir qu'on est bien. Enfin, moi en tout cas, je considère que je suis sur le bon chemin. Je suis on track. Je suis Space Mountain. Ok. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour, c'est beau, déjà. Voilà. Faut le savoir. Hein. Quand c'est bien vécu, c'est extrêmement beau. Ça peut être douloureux aussi. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir aimé et d'avoir souffert. Et donc oui, l'amour vaut d'être vécu et la souffrance vaut d'être vécue aussi pour pouvoir se reconstruire plus vite. La passer plus vite parce que c'est une vraie souffrance. Si vous avez vraiment aimé, c'est une vraie souffrance. Et moi, comme je le dis toujours, j'ai le cœur brisé, mais, parce que bon, j'espère qu'il y aura un monsieur mais plus tard, qui est le fameux mais qui casse tout ce que je peux croire en fait. Tout ce qu'on m'a brisé peut-être pour l'instant et façon voilà, mais j'ai l'impression que j'ai réparé mon cœur quand même grâce à l'accomplissement de soi, donc aussi au yoga, donc au sport peut-être, ça peut aider certains, chacun a un sport, ça je le pense, un truc pour se dépenser, ça permet de, tu vois, on est comme une éponge, on presse un peu, tu vois, on fait sortir le mauvais. Et oui, croire en soi, et après il y a une vraie version qui arrive, qui est belle, et le cœur se répare. Et moi je dis toujours que j'ai fait la méthode Sunsiki, c'est la méthode japonaise, où en fait j'ai réparé mon cœur avec de l'or. C'est l'histoire des vases. Ouais. Tu peux raconter? Bah, y a plein d'histoires, en fait c'est l'histoire surtout d'un vase qui est tombé, un vase Ming, qui est tombé, et en fait il était tellement précieux, parce que c'est des choses qui sont réellement précieuses encore aujourd'hui au niveau de l'art, et en fait il a été réparé avec de l'or, avec de la feuille d'or. Ça a créé une mode, parce que les gens sont des moutons, ça a créé une mode, et en fait les gens après ils ont tous cassé leur vase Ming ou d'autres époques, Edo et tout, et pour les réparer avec de l'or, Tsunziki, parce qu'en fait ils se rendaient compte que ça prenait encore plus de valeur, d'une parce qu'ils rajoutaient de l'or, et parce qu'en fait, le fait de l'avoir complètement remis en place, enfin l'objet tel quel, sans aucun défaut, et presque de la magie en fait. Chaque petit bout est assemblé, en fait le vase devient, là en fait tu vois presque les veines. Pour revenir à l'amour, donc c'est quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose de... Voilà, tu attends un amour, voilà, il fallait souffrir, et puis tu attends quand même un amour plus grand, plus fort, qui soit... voilà, donc tu crois en l'amour et tu crois aux âmes sœurs. Oui, encore une fois, je suis un romantique, je crois en l'amour, je crois aux âmes sœurs, je crois au fil rouge, ce fameux fil rouge japonais aussi. Et j'espère que je l'ai toujours pas eu en fait. Et j'en suis sûr. Je sais qu'il y a quelqu'un qui attend juste d'être prêt pour moi, et moi j'attends juste d'être prêt pour lui. Et apparemment c'est pas le moment. Bah ouais, mais je suis en mode red flag en ce moment, laisse tomber. Je suis pas le pote à présenter à tes connaissances. Ah ouais, pourquoi? Bah parce que tout simplement après une rupture, je pense que tu passes par plusieurs phases. Moi, je pense que j'ai fait la vraie, la dépression, le renfermement, le dépassement de soi, les premiers signes de réussite, la réussite, la recréation d'un cercle d'amis, familial, de nouvelles relations. Et à partir de là, oui, là, depuis, ça fait à peine 6-7 mois que je me relibère, que je me redécouvre moi-même, sexuellement. Donc là, en fait, oui, je suis dans une phase où j'ai encore besoin d'apprendre. Donc désolé pour ceux que je laisse dans le chemin, mais sorry not. Et dans les rêves, est-ce que tu rêves beaucoup? Qu'est-ce qui se passe dans les rêves pour toi? C'est quoi tout ça?
Alors, je rêve plus beaucoup, mais je pense que je rêve éveillé en ce moment. Et que ma vie, j'ai eu de la chance, je pense, déjà dès le début. Et je pense que ma vie est un rêve. Et que j'ai de la chance de pouvoir réaliser mes rêves. Alors après, j'ai toujours des rêves qui sont fous, hein. Mais je m'en approche de plus en plus. Et en fait, j'ai pas besoin d'en rêver, je pense que je préfère rêver éveillé. Encore une fois, le cancer, c'est insensible, c'est un rêveur. Je rêve toute la journée, en fait. Et je réalise mes rêves. Donc le rêve, pour moi, n'est pas si intangible. C'est quelque chose qui est vraiment concret, finalement. Et il n'y a rien qui est impossible, en fait. À part que l'humain vole de ses propres moyens. Mais genre, c'est... Sinon, vraiment, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Hein. C'est... Au plus loin que nos rêves peuvent aller, je pense qu'on les réalise plutôt pas mal. Il y a une question qu'on a oubliée. Vas-y, et on n'a pas parlé des drogues. Putain, la drogue. Je veux pas faire l'apologie de la drogue dans ce podcast, c'est absolument pas le sujet. Non, c'est pas vrai, c'est pas une de tes questions récurrentes parmi tous tes intervenants, non. Non, c'est une question récurrente. En revanche, cela ne nous regarde pas. On vit dans une ville et on vit dans un monde où les gens se droguent, que ça soit avec l'alcool, que ça soit avec des substances, que ça soit... Enfin, on a toujours eu besoin de sniffer les arbres pour aller toucher les étoiles. Ou pour aller toucher l'intérieur, ou pour aller toucher le fond, certainement. Mais je voudrais parler de ça avec toi aussi. Est-ce que tu peux me raconter quelle est ton expérience? Quelle est ta vision du truc? Que ça soit machiavélique ou un truc angélique, j'en sais rien. Et je ne juge pas, mais je voudrais savoir quelle est ton expérience. Alors, bien sûr que je vais te parler de la drogue, Juliette. D'ailleurs, elle est pour moi, cette ligne de coke. C'était pour dédramatiser tout ça. Alors... La drogue, il y en a beaucoup, mais personne n'en prend. C'est fou, hein, c'est de la magie d'ailleurs. Alors, moi je vis dans un monde particulier où c'est ce qu'on dit. Donc en fait, je sais pas pourquoi. Parfois, oui, il y a des milieux. Je sais que les serveurs dans la restauration... et c'est tellement dur. C'est tellement dur. En fait, parfois ça aide des gens, donc comme tu dis, ça t'aide... à toucher le ciel ou à toucher le fond. C'est quelque chose de dangereux. Il n'y a pas tout le monde qui la maîtrise. Et puis évidemment, moi je teste tout dans la vie, à part les animaux. Mais à part ça, oui, je suis dans une optique. Quand le moment se présente, j'aime bien tester. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me définit forcément, mais je sais m'amuser quand c'est le bon moment. Mais je tiens quand même à dire, et parce que je l'ai vu au fil des années, puisque moi, malheureusement, dans mon milieu particulier de Gossip Girls, ça en prenait très tôt. Et très tôt, c'était 12-13 ans. Donc évidemment, c'est quelque chose où j'ai vu des gens vraiment rester sur le bas-côté du chemin, et je trouve ça dommage qu'ils aient jamais pu contrôler ça pour plein de raisons, soit parce qu'ils voulaient faire les malins, soit parce qu'ils sont vraiment accros, donc faites attention. Et je tiens à dire, c'est dégueu le chemsex, arrêtez les mecs, on n'en veut plus. C'est quoi le chemsex? Oh mon Dieu, c'est le succédané, pour te dire vraiment un mot scientifique de tout ce qui est mauvais dans toutes les drogues mauvaises. Donc le crack, la coke, et en fait on prend ça mélangé, et les gens s'en servent, il y a du GHB, donc ça désinhibe, les gens s'en servent pour faire l'amour, c'est une mode. Surtout dans le milieu homosexuel apparemment, et apparemment c'est une des conditions sine qua non aussi de nos jours. Donc c'est assez lassant. On aimait bien faire l'amour comme ça en fait. Tu choisis le paquet qui te parle le plus, tu vois, qui t'attire. Celui-là il est génial, il saute. Celui-là j'ai tiré toute la soirée. Tout ça c'est des paquets, ok. Ouais, tout ça c'est des paquets. S'il y a un message qui doit venir à toi, il viendra. Que ça soit par le tarot érotique, que ça soit par le tarot italien, le tarot fait à la main, le tarot espagnol. Ça c'est un tarot qui vient d'Argentine.
Ça, c'est un tarot qui vient du Japon. Ça, c'est un tarot qui vient d'Angleterre. Celui-là m'attire en premier et celui-là en deuxième. Ok. Et celui-là Mais celui-là, il m'a tiré, mais je sens que je dois pas le prendre. Et tu me dis, c'est un tarot d'Argentine. Je pense que l'Argentine, je peux la mettre de côté un petit moment. Tu crois? Ouais. Tu veux pas qu'on mélange et qu'on voit s'il y a une carte qui saute? Et je fais quoi? Tu le prends dans la main. À main gauche. Ouais. Tu le mélanges. Je mélange très mal les cartes. Ouais, mais il n'y a pas de... Et je le coupe. Avec ta main gauche. On va juste faire comme ça, hein, parce que t'as dit que tu voulais pas trop. Ouais. T'es en train de... Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le valet des... Enfin, Sota de Oro. Le valet d'or. Ouais. Le valet des deniers. Et qu'est-ce qu'il représente? Il représente celui qui est à la recherche de sa valeur et de qu'est-ce qui a de la valeur pour lui et comment il peut se valoriser. C'est une carte de cours. Donc les cartes de cours, comme toutes les cartes de cours, c'est vraiment des qualités qu'il faut que tu développes pour atteindre ton objectif, ou c'est des personnes de ton entourage. En tout cas, la personnalité ou le trait de caractère qui ressort, c'est quelqu'un qui a envie de se valoriser et qui apprend à valoriser quelque chose. Donc, on va voir. Je suis d'accord avec ça. T'es d'accord avec ça? Pas de déception sur le jeu argentin, parce que ça suffit les déceptions argentines. Tu la retournes? Pas mal. Le roi d'épée. C'est qui le roi d'épée? It's Britney, bitch. C'est moi. Et ouais, frérot. C'est quelqu'un qui a une force mentale de malade et qui gère son royaume en tranchant. C'est-à-dire, les faits sont là. Ça, c'est pas rentable, ça gicle. Ça, c'est rentable, on est tout là-dedans. C'est quelqu'un qui voit très clair et qui tranche. C'est-à-dire, ça marche, ça marche pas. On ne va pas s'emmerder avec ce qui ne marche pas. C'est la force du mental. Les épées, c'est les pensées, c'est les idées. C'est quelqu'un qui vraiment raisonne. C'est l'intelligence, c'est tous ces trucs-là. Et c'est un roi. C'est quelqu'un qui est sur son trône et qui n'y descend pas, mais pour rien, en fait, tu vois. Donc, cette expérience argentine, parce qu'au niveau énergétique, c'était clairement pour toi, enfin, collé à cette histoire. Enfin, tu nous as parlé du retour, qui a été un peu clinquant vers le bas. Ouais. En mode, tu vas dormir chez les hobos et tu vas nous rendre tout ce que tu as acquis, parce que là, on va reconstruire machin. En tout cas, ça t'a donné une force incontestable et une force mentale. Et aujourd'hui, tu ne descendras plus jamais de ton trône. Mais plus jamais, il est tellement haut, de toute façon, on essaie de l'atteindre. Donc tu pars du valet, qui apprend qu'il a de la valeur, et au sortir de cette expérience, tu es le roi d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, tu parlais de manipulation tout à l'heure en parlant de quelqu'un d'autre, enfin du crabe, mais de toi. Calculateur. Calculateur, ouais, pardon, c'est pas la même chose. Mais là, on est là-dessus. On est sur quelqu'un qui planifie, il y a une stratégie, vraiment. C'est pour moi, de tous les rois, parce qu'il y a le roi de coupe, il y a le roi de bâton, il y a le roi de denier, le roi d'épée, pour moi, empiriquement, et aussi parce que je viens de rencontrer un roi d'épée, c'est-à-dire qu'il y a de la magie dans les cartes, c'est-à-dire que à chaque fois que je mélange pour lui, il y a le roi d'épée qui saute. Mais à chaque fois, et que cette carte. Après, il y a d'autres compléments qui arrivent, c'est-à-dire que je peux tirer une autre carte. Et ce mec-là est brillant et drôle, parce que pour moi, être drôle, c'est être intelligent. C'est vraiment, non seulement tu as de l'humour, parce que c'est le roi d'épée, c'est celui qui m'impressionne le plus. Après, tu as les cartes majeures qui sont majeures, mais le roi d'épée, pour moi, c'est mes respects, monsieur. Vous avez entendu, bitches? On range ça. Une question avec le tarot érotique. Oui, le tarot érotique, parce que le sexe est une énergie aussi. Et qu'en ce moment, c'est vrai que après plein de phases, j'expérimente aussi ce côté-là. Et c'est très foisonnant. Je tiens à l'avouer avec toute ma candeur. Et donc, c'est assez enrichissant aussi, parce que du coup, je me suis vraiment détaché du fait de vouloir absolument être dans un modèle normal et de pouvoir avoir l'opportunité aussi, après une très longue relation, de pouvoir expérimenter tout ce que j'ai jamais fait, et je le recommande. C'est pour ça que ça m'intéresse de tirer le tarot érotique,
Et je vais poser une question, donc après toute cette vie foisonnante, et en fait, ce que je me dis, c'est que ça serait tellement bien de pouvoir la partager avec quelqu'un qu'on aime vraiment, avec quelqu'un avec qui on se connecte. Ça, c'est mon côté romantique qui ressort. Mais, et donc j'aimerais, et je me dis à chaque fois, c'est cool tout ce que j'ai appris, tu vois, genre j'aimerais bien juste pour une personne. Donc est-ce que, après tout ça, tout cet enseignement, je vais enfin sortir de cette vie et... Pardon. Ah oui, il faut que je coupe. Et pouvoir vivre une vie sexuelle complètement épanouie, parce que c'est tellement beau de pouvoir la partager avec quelqu'un en fait. On va regarder la carte de dos de deck, qui est le magicien, la carte numéro 1. Ça te dit qu'il y a de la magie dans l'air. Oui. Et ça te dit aussi que tu es l'artisan de ton destin. Et ça te dit aussi qu'il faut tester plein de choses avant de savoir ce qui nous plaît. Ça, c'est le dos de deck. C'est là où t'en es. Donc après avoir appris beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. La carte de coupe, c'est le soleil. C'est la carte du lion. C'est la carte... Alors, celle-ci, c'est le tarot érotique, donc ça représente une femme rouge avec des cheveux en soleil doré. Elle a des bjèches de ouf. Wow. Elle est super gaulée. Ah, elle est super gaulée. Hein. Ouais, elle est très généreuse, elle est en forme, elle est moderne quand même. Hein. Mais dans le cadre du tarot et dans pas mal de decks, c'est toujours 2 enfants qui jouent. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire comment partager, comment aller vers ce bonheur, comment aller vers cette chaleur, machin et tout. Tu vas nous répondre. Étale le paquet. Et là, qu'est-ce que je fais? On va faire passé, présent, futur. Allez. Tu m'en tires 3, tu les mets là et tu ne les retournes pas. Hein. Y aller. Passé. Ok? C'est des énergies sexuelles. C'est ce qui t'a poussé à être là où tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des challenges. Ok? Demain, il y a un futur potentiel dans le mauvais coton que tu es en train de filer là. Où est-ce qu'on va? Quel coton on va filer? Waouh! Tu as besoin d'équilibre. Dans les énergies où tu es aujourd'hui, c'est que tu as envie de justice, de rendre justice, tu as envie que ça te revienne. Ok? Tu as envie d'échange. On est sur un petit 69. J'adore. Wouh! Elle est ressortie tout à l'heure. Et là, c'est le 10 of Feather. C'est l'équivalent. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il y a quelque chose qui est terminé. Ok. Tu es à la fin d'un processus de mental. Ok. Il faut que tu acceptes que le mal qui t'a été fait est terminé. Tu t'en remets à la force une, il faut se lancer vers un nouveau projet. Est-ce que tu y vas? Oui. C'est le 4 de rose. Le 4 de rose, c'est l'équivalent du denier. Le 4 de denier. Ok? Ok. Donc le 4 de denier, c'est quelqu'un qui construit. Dans le futur, avec ce que tu gères aujourd'hui sexuellement dans ton truc, il y a de la construction. Mais ça, j'en suis sûr. Et il y a de la construction dans la matière. C'est-à-dire que je te parle d'une maison, je te parle d'un foyer, je te parle d'un dressing, je te parle d'une voiture, de photos on a prises à Positano. Enfin, toi, je te parle d'objets palpables. Et pour y arriver à ce 4 de denier, il faut que tu vraiment comprennes que les tristesses du passé sont dans le passé. Aujourd'hui, tu es à la coupe, on avait la carte du lion, la carte du soleil, et on parlait de loi d'attraction et d'énergie, de of course, thoughts become things, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, si tu veux construire, il faut que tu comprennes que ce qui est terminé, et que le mal qui a été fait, a été fait. Et la bonne nouvelle, c'est que la roue tourne, et après le mal vient l'amour. L'amour est en potentiel, et il vient seulement si tu acceptes qu'en fait, t'as bien chialé, c'est bon quoi. Maintenant, on va rire. J'accepte, mais je ne pardonne pas. Cancer. La rancune du cancer, attention, elle est plus forte. Justice a été rendue. Alors, justice, bah oui, la justice, là, je suis en train de la rendre dans tout mon quartier, apparemment. J'ai vraiment beaucoup de mal à accepter des choses, le mal qu'on a pu me faire, en fait.
Je ne le comprends pas. Mais je sais très bien que je suis toujours dans la reconstruction. Et que ça, c'est ma force. Et qu'à chaque fois, je fais mieux. Donc c'est plutôt positif. Il faut toujours faire mieux. Ça permet de passer outre. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le cadre de Bâton Tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!